le plus grand piège automobile européen depuis 20 ans. Entre 2022 et 2026, des centaines de milliers d'Européens ont signé pour des voitures qu'on leur présentait comme le futur. Des voitures qui perdent 20 000 euros plus vite qu'une berline diesel d'il y a 15 ans. Et surtout, des clients qui commencent à comprendre qu'ils ont peut-être servi de cobayes. Et restent bien jusqu'à la fin, parce que le dernier modèle représente probablement l'échec le plus embarrassant de toute l'industrie automobile française moderne. Quand Peugeot a lancé la 408, le discours était clair. On réinvente la voiture familiale. Fastback, position de conduite surélevée, style agressif, écran partout, tarif premium. Sur le papier, ça ressemblait à une révolution. Dans la vraie vie, beaucoup de clients ont surtout vu une voiture ni vraiment SUV, ni vraiment berline, vendue au prix d'un modèle premium allemand d'entrée de gamme. Et c'est là que le problème commence, parce que en 2022 et 2023, les constructeurs européens vivaient encore dans l'illusion du pricing power. Les clients ont commencé à comparer. Et quand un acheteur voit qu'une 408 bien équipée approche les 50 000 euros, pendant que certaines concurrentes asiatiques offrent plus d'équipements, plus de garanties et parfois une meilleure réputation, fiabilité, le pire, la 408 n'a jamais réussi à devenir un vrai objet de désir. Elle intrigue, elle surprend. Mais elle ne déclenche pas ce réflexe dangereux pour le portefeuille. Je la veux absolument. Résultat, décote rapide, immatriculation en baisse et image floue. Et dans l'automobile, une voiture mal définie finit souvent au même endroit, les remises concessionnaires. Numéro 8. Renault Mégane E-Tech, le piège silencieux des électriques modernes. La Mégane E-Tech n'est pas une mauvaise voiture, et justement, c'est ça qui rend le problème encore plus inquiétant, parce qu'elle symbolise quelque chose de beaucoup plus grand, la vitesse terrifiante à laquelle vieillissent certaines voitures électriques. Tu achètes aujourd'hui une électrique à 40 000 euros. 2 ans plus tard, autonomie dépassée, recharge plus lente que les nouvelles générations, logiciel déjà ancien, batterie qui inquiète les acheteurs occasion. Et la décote tombe comme une pierre. Pendant des années, une voiture vieillissait mécaniquement. Aujourd'hui, elle vieillit technologiquement, comme un smartphone. Sauf qu'un smartphone coûte 1 000 euros, pas 40 000. Et c'est là que des milliers d'Européens ont pris une claque monumentale, parce qu'ils découvrent que certaines électriques ne suivent plus le rythme du marché après seulement quelques années. Le constructeur baisse les prix du neuf, le propriétaire occasion saigne immédiatement. Et beaucoup commencent à comprendre une chose. La transition électrique aurait peut-être dû avancer moins vite, mais plus intelligemment. Numéro 7. DS4. Le premium sans prestige, DS voulait devenir le Mercedes français. Le problème, pour vendre du premium, il ne suffit pas d'ajouter des surpiqûres, un écran géant et des sièges massants. Le premium, c'est une image qui se construit pendant des décennies. Et surtout, une réputation mécanique irréprochable. Quand un client met 50 000 euros dans une voiture, il veut sentir qu'il achète quelque chose de spécial. Pas une cousine éloignée d'une compacte généraliste. Et c'est exactement le mur que DS a rencontré. Parce qu'à force de partager plateforme, moteur et éléments intérieurs avec des modèles beaucoup moins chers, une partie du public a commencé à se poser la question fatale: pourquoi payer autant? La réponse? De plus en plus de clients estiment aujourd'hui qu'il n'y en a pas vraiment. Et dans l'automobile, quand le prestige disparaît, la décote arrive juste derrière. Mais jusque-là, on parle surtout de modèles qui peinent commercialement. Maintenant, on va entrer dans une catégorie beaucoup plus dangereuse. Des voitures qui représentent peut-être la plus grosse erreur stratégique européenne des dernières années. Et certaines concessions commencent déjà à en payer le prix. Numéro 6. Volkswagen ID.3. La voiture qui devait sauver Volkswagen. Quand Volkswagen a lancé l'ID.3, le constructeur allemand croyait tenir son moment historique. La nouvelle coccinelle électrique, le symbole du renouveau après le Dieselgate. La voiture qui allait montrer au monde que l'Allemagne restait la référence. Sauf qu'entre le rêve et la réalité, il y a eu le marché. Et le marché a été brutal. Problème logiciel, finition critiquée, tarifs trop élevés, ergonomie parfois agaçante et surtout une impression étrange pour beaucoup de clients. Cette voiture ne ressemble pas à une Volkswagen à 40 000 euros. Et ça, pour Volkswagen, c'est extrêmement dangereux parce que pendant des décennies, la marque vendait avant tout une sensation, la solidité.
Même quelqu'un qui ne connaissait rien à l'automobile montait dans une Golf et pensait ça inspire confiance. Avec l'ID3, cette sensation s'est fissurée. Puis la Chine est arrivée. Et là, catastrophe. Des modèles parfois mieux équipés, avec des batteries modernes, des écrans plus fluides et des prix agressifs. Volkswagen s'est retrouvé coincé. Trop cher pour le grand public, pas assez premium pour justifier ses tarifs. Et quand un constructeur commence à multiplier remises, bonus et offres leasing agressives, ce n'est jamais bon signe. Parce qu'une voiture qui a besoin d'être forcée pour se vendre finit souvent par souffrir en occasion. Très fort. Numéro 5. Citroën C5X, la voiture que personne ne demandait vraiment. La C5X est fascinante parce qu'elle montre exactement ce qui arrive quand un constructeur perd le contact avec le marché. Citroën voulait une berline, un break, un SUV, une voiture confortable, moderne, originale et différente. Résultat, une voiture difficile à classer. Et dans un marché automobile déjà perdu entre SUV, hybride, électrique, leasing, malus et explosion des prix, les clients veulent de la clarté, pas un concept roulant. Le problème de la C5X, ce n'est pas seulement son design, c'est le timing. Parce qu'elle arrive au moment exact où les familles réduisent leur budget, les hybrides rechargeables inquiètent et les automobilistes commencent à regarder la décote avant même l'achat. Et quand un modèle devient compliqué à revendre, le marché le sent très vite. Aujourd'hui, beaucoup de clients regardent la C5X comme une voiture intelligente sur le papier, mais risquée dans la vraie vie. Et dans l'automobile moderne, la peur de perdre de l'argent est devenue plus forte que le plaisir d'acheter. Numéro 4, Alfa Romeo Junior, le jour où Alfa Romeo a cessé de faire rêver. Ça fait mal à dire, parce que Alfa Romeo n'était pas censé devenir une marque rationnelle. Une Alfa, normalement, ça doit être irrationnel. Tu acceptes quelques défauts, une électronique capricieuse, une décote parfois violente, parce qu'en échange, tu achètes du caractère, du style, une âme. Mais la Junior donne une autre impression, celle d'une voiture conçue dans un tableur. Plateforme commune, éléments déjà vus ailleurs, motorisation familière et surtout cette sensation terrible. On a collé un logo Alfa sur une recette déjà utilisée 10 fois. Et ça, les passionnés le détectent immédiatement. Le vrai danger pour Alfa Romeo n'est pas la concurrence allemande, c'est l'indifférence. Parce qu'une marque passion finit rarement détruite par la haine. Elle meurt quand plus personne ne ressent quoi que ce soit. Et aujourd'hui, beaucoup regardent la Junior comme une simple variation marketing dans la galaxie Stellantis, pas comme une vraie Alfa Romeo. Pour une marque historique italienne, c'est probablement le pire signal possible. Numéro 3. Maserati Grecale, le luxe qui ne fait plus rêver. Le cas Maserati est encore plus violent, parce qu'ici, on ne parle plus d'un constructeur généraliste, on parle du luxe italien, enfin, en théorie. Une voiture imparfaite, mais charismatique. Tu achetais une sonorité, une présence, une émotion. Dans le luxe, quand l'image se fissure, tout s'effondre très vite. Parce que les clients qui mettent 100 000 € dans une voiture ne veulent pas seulement des performances, un bel intérieur ou un écran géant. Ils veulent une sensation de rareté. Or, aujourd'hui, beaucoup de clients regardent le Grecale et se posent une question dangereuse. Pourquoi lui plutôt qu'un Porsche, un BMW M ou même certaines marques chinoises ultra équipées? Et quand cette question commence à circuler, le prestige perd de sa magie. Le plus inquiétant, même le marché semble hésiter. Et dans le luxe automobile, quand la confiance disparaît, la décote devient une punition industrielle. Mais malgré tout ce qu'on vient de voir, aucun de ces modèles ne représente autant la crise actuelle qu'une certaine marque française. Une marque qui devait devenir le symbole du luxe automobile français moderne, et qui ressemble aujourd'hui à un projet que même son propre groupe ne sait plus comment sauver. Numéro 2. DS Sept Crossback, le faux empire du premium français. La DS Sept Crossback devait être un tournant historique, le SUV capable de faire trembler Audi, BMW et Mercedes. Le problème, les clients premium ne paient pas seulement un produit, ils paient une réputation, une histoire, une confiance mécanique et un prestige social. Et ça ne s'invente pas en quelques années avec une campagne marketing et des sièges en cuir bracelet-montre. Pendant longtemps, DS a essayé de convaincre les clients que le luxe français pouvait redevenir une référence automobile mondiale. Mais une partie du marché a fini par voir autre chose.
Des motorisations connues, des plateformes partagées et des tarifs qui grimpaient beaucoup plus vite que la crédibilité de la marque. Puis les temps ont changé. Inflation, hausse des taux, explosion du prix des voitures neuves, concurrence chinoise, crise du pouvoir d'achat. Et là, les marques premium fragiles ont commencé à souffrir énormément. Parce qu'en période de doute économique, les clients deviennent impitoyables. Ils veulent du statut réel, une valeur de revente solide et une réputation béton. Pas une promesse premium encore en construction. Aujourd'hui, la DS7 donne parfois l'impression d'être arrivée trop tôt, ou peut-être trop tard. Et c'est probablement ce qui rend son cas aussi symbolique de l'automobile française actuelle. Numéro 1, Tesla Model 3, la voiture qui a changé l'industrie, puis l'a piégée. Oui, le numéro 1 n'est ni française, ni italienne, ni même européenne. Parce que la voiture qui symbolise le mieux la crise automobile actuelle, c'est peut-être la Tesla Model 3. Et c'est précisément ce qui rend la situation fascinante. Pendant des années, Tesla a humilié toute l'industrie. Les constructeurs traditionnels semblaient lents, déconnectés, trop bureaucratiques. Tesla allait plus vite. Meilleure performance, logiciel moderne, réseau de recharge impressionnant, images futuristes, coût d'utilisation séduisant. Le problème, toute l'industrie européenne a paniqué. Et dans la panique, les erreurs commencent. Des constructeurs ont lancé des modèles électriques trop vite, à des prix absurdes, avec des technologies parfois déjà dépassées au moment de la livraison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'être les prochains Nokia de l'automobile. Mais aujourd'hui, le marché commence à comprendre quelque chose d'énorme. Une voiture n'est pas un smartphone. Le client automobile européen ne veut pas changer de véhicule tous les 3 ans comme un iPhone. Il veut de la stabilité, de la durée, de la fiabilité, une valeur de revente solide et la sensation que son achat restera cohérent dans 5 ou 7 ans. Or, certaines électriques modernes donnent exactement l'impression inverse. Et c'est là que le piège se referme. Parce que la Model 3 n'est pas seulement une voiture. Elle représente le moment exact où l'automobile a commencé à devenir un produit technologique consommable. Mise à jour, versions qui vieillissent très vite, baisse brutale des prix, course permanente à l'autonomie, nouvelle batterie tous les 18 mois. Le marché automobile européen n'était pas préparé psychologiquement à ça. Et aujourd'hui, des milliers d'acheteurs découvrent brutalement qu'ils n'ont peut-être pas acheté un véhicule durable, mais un produit technologique géant avec 4 roues. Le vrai problème n'est plus la voiture. Le vrai problème est beaucoup plus profond. Entre 2022 et 2026, une partie de l'industrie automobile européenne a perdu quelque chose de beaucoup plus précieux que des parts de marché. Elle a perdu la confiance. Les constructeurs ont voulu accélérer trop vite, monter les prix trop haut, transformer l'automobile en objet technologique et convaincre les clients de payer toujours plus pour des voitures qui vieillissent toujours plus vite. Et le marché commence enfin à répondre. Pendant ce temps, Toyota, Honda et Suzuki continuent tranquillement à faire ce qu'ils font depuis des décennies. Des voitures cohérentes, fiables, prévisibles, parfois moins excitantes, mais beaucoup plus rassurantes. Et peut-être qu'au fond, c'est exactement ce que les automobilistes recherchent à nouveau. Dis-moi en commentaire, quelle voiture représente selon toi le plus grand piège automobile actuel? Et surtout, est-ce que tu crois encore que l'Europe domine vraiment l'automobile mondiale ou est-ce qu'on est en train d'assister à la fin d'une époque? Abonne-toi maintenant parce que la semaine prochaine, on va s'attaquer à un sujet encore plus explosif, les moteurs modernes que les constructeurs européens n'auraient probablement jamais dû lancer.